présente Solène Muller, qui est naturaliste et spécialiste des amphibiens et des reptiles, qui va donc vous faire une belle conférence. Merci. Alors, merci d'être venus aussi nombreux. Est-ce que tout le monde m'entend jusqu'au fond là-bas? Oui? Si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair, faites-moi un signe, un petit signe de votre main de grenouille. Alors bon, si vous levez une main de grenouille, c'est à 4 doigts. On verra tout à l'heure que les grenouilles n'ont que 4 doigts aux mains. Si vous n'entendez pas, ça va être notre code. Vous levez 4 doigts comme ça. Ok? Bon. Donc aujourd'hui, on va discuter des amphibiens et des reptiles au jardin, de comment faire pour les accueillir chez soi et pourquoi. Parce que vous allez voir qu'il y a plein d'avantages quand on est jardinier à accueillir ces animaux. Et puis aussi, comment on s'en débrouille quand on n'est peut-être pas hyper à l'aise avec certains d'entre eux et comment est-ce qu'on coexiste avec eux, notamment pour certains reptiles que sont les vipères, parce que je sais qu'ils posent beaucoup de questions à beaucoup d'entre eux. Je suis là sur ce stand depuis hier et j'ai eu beaucoup de questions à leur égard, donc on en parlera aussi. Et puis notre objectif, c'est de savoir comment faire pour jardiner, pour vivre en bonne entente avec tout ce petit monde dans un jardin vivant. Donc, on va déjà commencer par présenter ces animaux très brièvement. Alors, pour parfaire la présentation, donc, Clara me présentait comme spécialiste des amphibiens et reptiles. Ça porte un nom, ça s'appelle l'herpétologie, la science qui étudie les amphibiens et reptiles. Donc, je suis herpétologue. C'est un métier. J'étudie les amphibiens et les reptiles, les habitats dont ils dépendent, et je travaille pour leur préservation des espèces et des milieux dont ils dépendent, pour la sensibilisation de ces espèces-là aussi. Et c'est ce qui m'amène à vous aujourd'hui. Je remercie très chaleureusement l'association Jardin Fruité pour l'organisation globale de la fête des plantes et son invitation à passer ces messages de cohabitation et de coexistence avec le monde vivant aujourd'hui. C'est un très beau thème que la fête de ce week-end. Je travaille dans une structure indépendante qui s'appelle Madame Grenouille et je représente également en tant que bénévole une association qui s'appelle l'Observatoire des reptiles d'Auvergne, qui est une association qui œuvre sur les 4 départements de l'ex-Auvergne pour l'étude et la connaissance de ces animaux. Donc il y a des petits flyers et je vous montrerai un petit peu ce que fait l'asso à la fin, parce qu'il y a des choses qui pourraient vous intéresser potentiellement si vous avez des questions. Qui sont les amphibiens? Eh bien, une grande famille qui regroupe notamment les grenouilles, les crapauds, les tritons, les salamandres. Et alors on va dire qu'en fonction des silhouettes, les grenouilles, les crapauds, les rainettes sont au nombre de 11 espèces en Haute-Loire. Les tritons, la petite silhouette au milieu, c'est une silhouette de lézard, mais attention, ils n'ont pas d'écailles, ce sont bien des amphibiens. Les tritons, eux, sont au nombre de 3 espèces chez nous en Haute-Loire. Et puis, on a une salamandre, la salamandre tachetée. Je passe rapido sur les portraits de famille, parce qu'on les verra un petit peu mieux tout à l'heure. Les reptiles sont également une quinzaine dans notre département. On a 6 lézards, 8 serpents, dont 2 vipères, tout le reste des couleuvres, et puis une tortue qui est non autochtone chez nous, la tortue de Floride, mais je la mentionne aussi parce que souvent on oublie que les reptiles incluent également les tortues. Donc voilà, c'est dans ce grand portrait de famille. Chez nous, en Haute-Loire, on a tout ce petit monde, des lézards, des serpents, et puis des crapauds, des tritons, des salamandres, des grenouilles. Et pourquoi est-ce qu'on les étudie souvent ensemble ? Alors notamment parce qu'ils ont toutes sortes de caractéristiques communes au niveau biologique et souvent ils sont étudiés et observés ensemble. Mais aussi aujourd'hui on va considérer ce groupe des amphibiens et des reptiles ensemble parce qu'ils ont quelques points communs en matière d'écologie et de vie quotidienne. Ils ont en commun notamment d'être des animaux qui ne peuvent pas réguler leur température interne comme nous. Nous, notre corps est à 37 degrés, tout va bien, toujours la même température. Nous sommes des mammifères homéothermes. Eux, ce sont des animaux ectothermes. Leur température corporelle dépend de l'extérieur, des habitats extérieurs, de la météo qu'il fait ce jour-là et dans quelle situation ils se trouvent. Et comme ils dépendent des conditions extérieures du milieu, eh bien leur température varie au cours du temps, au cours des saisons, au cours de la journée aussi. Et ça les amène, qu'ils soient amphibiens ou reptiles, ça les amène à chercher le bon endroit où se trouver. Et tout leur rythme de vie, dans une journée, dans une saison, dans l'année, va dépendre de ça. Et notamment de ce besoin de thermoréguler, c'est-à-dire d'aller chercher la température idéale pour être assez en forme, pour pouvoir se déplacer. Parce que je vous le donne en mille, quand il fait 3 degrés et qu'on est à moitié congelé, eh ben, un petit lézard à 3 degrés, il n'est pas bien vaillant et il est presque tout engourdi et prêt à s'endormir. De même pour une grenouille.
Je caricature un peu, il y a des espèces plus ou moins frileuses, plus ou moins qui aiment la chaleur ou le froid. Et puis donc on a besoin de thermoréguler, mais on a aussi besoin d'hydroréguler. Donc on cherche le bon endroit où se placer pour la température, mais aussi pour l'humidité ou la sécheresse. Ces besoins-là font qu'ils se déplacent, parfois peuvent faire des migrations, ou bien changent d'endroit du jardin où ils vont se trouver entre le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et on va essayer de découvrir tout ça ensemble pour anticiper les endroits où ils ont envie d'être, et puis essayer de leur façonner un univers très accueillant. En automne, généralement, on va commencer notre année à l'automne. En automne, généralement, c'est une saison où les amphibiens et les reptiles sont encore actifs, mais ils vont avoir tendance à chercher un endroit où se cacher pour l'hiver. Parce que je vous disais, leur température interne de leur corps dépend de la température extérieure. Quand arrivent les premiers frimas, les premières gelées d'automne, la plupart de ces espèces vont chercher à se cacher dans un endroit hors gel. Pourquoi hors gel ? Parce que tout simplement, si leurs tissus sont soumis au gel, la plupart d'entre eux vont périr. Il y en a certains qui, plus ou moins résistants, peuvent survivre à des températures légèrement négatives, mais néanmoins, tous vont avoir en commun de chercher un endroit hors gel pour survivre à l'hiver. Et pour survivre, ils vont chercher des lieux souvent qui sont des cachettes, des abris qu'on appelle des micro-habitats. Ça peut être sous une pierre, sous une souche, sous un tas de bois, mais aussi des micro-habitats assez épatants, comme dans le stock de bois de chauffage dans votre appentis, ou bien rentrer par le soupirail et aller passer l'hiver dans votre cave, et oui, c'est hors gel, ou bien parfois dans le regard du compteur d'eau devant la maison. Voilà, c'est toutes sortes d'endroits, des plus domestiques aux plus sauvages, mais qui vont avoir tous en commun de les mettre à l'abri du froid et du gel. Et ce besoin commun nous amène à ne pas observer beaucoup d'amphibiens et de reptiles en hiver quand le gel va couvrir les lacs, les forêts, les jardins. Et cette saison-là est un peu une saison pour nous où on voit pas grand monde quand on étudie l'herpétofaune, donc les amphibiens et les reptiles. Mais à ce moment où ils gèlent, ils sont quand même forcément quelque part. Certaines grenouilles peuvent passer l'hiver sous la vase des étangs, c'est assez exceptionnel, mais ça peut arriver. La majeure partie des espèces d'amphibiens vont sortir des eaux et se mettre hors gel à terre dans un endroit qui ne peut pas être inondé. Pas mal de reptiles vont passer l'hiver aussi dans les trous et les petites anfractuosités des murets de pierres sèches de vos jardins. Il y a une foule de cachettes, mais en tout cas, ils sont là. Et ils patientent qu'arrive le printemps. Pourquoi ils patientent le printemps ? D'une part, pour ces raisons de température et de milieu de vie, mais aussi parce que lorsque la température redevient favorable, il y a aussi la nourriture qui revient et qui redevient disponible. Alors, que mangent les amphibiens et les reptiles ? Alors, vous allez voir des choses qui vous arrangent bien, vous jardiniers, notamment des gastéropodes, des petits escargots à la coquille encore pas trop dure, mais aussi des limaces, des limaçons, une nourriture qui est parfois présente en grand nombre dans les jardins, très abondante et qui va donc naturellement attirer ces animaux-là. Toutes sortes d'insectes peuvent être également attrapés. Les insectes, souvent, sont capturés au niveau du sol, puisque la plupart de ces animaux-là vont chasser au ras du sol et à terre, là où ils marchent. Donc, en marchant, ils vont capturer des petits insectes, des petits arthropodes, ça peut être aussi des mille-pattes, des araignées, toutes sortes de petites bêtes. Mais globalement, tout ce qui passe à portée de bouche et qui peut être maîtrisé, ça va passer à la casserole. Pour travailler donc dans son jardin à l'élimination des limaces, on a le choix entre passer avec un seau et les ramasser à la main, ou bien embaucher une équipe de serial killers qu'on appelle des grenouilles, des crapauds, des salamandres, des serial killers assez discrets, mais au demeurant assez charmants, les amphibiens. Donc on va commencer par eux. Et comment on les invite chez soi ? Donc la plupart des amphibiens qui fréquentent votre jardin, ils chassent au sol et plutôt la nuit. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà vu cet animal ? Levez une patte de crapaud si c'est le cas. Ah, je vois une petite patte qui se lève. Alors, globalement, ces animaux, ils travaillent plutôt la nuit pour vous, dans l'ombre, à aller chasser les limaces et les petits insectes.
Et ils travaillent la nuit et ils ne s'interrompent, pour ainsi dire, jamais, sauf quand ils tombent amoureux à la saison des amours au printemps, où ils ont d'autres missions plus importantes. Donc à ce moment-là, généralement, ils quittent vos rangs de salade et ils vont se rendre à un point d'eau. Ils font une migration pour se rendre à un point d'eau, une mare, un petit point d'eau. Alors les points d'eau peuvent être extrêmement variés en fonction des espèces, chacun a ses affinités. Et pour séduire sa belle, ou pondre dans une mare, ou mettre ses petits à l'eau, pour la salamandre, globalement, ces animaux ils vont avoir besoin de se déplacer et de faire une migration nuptiale au printemps. Petite ou grande migration, les longueurs sont variables. Pour cet animal-là, la migration est assez courte généralement, mais rassurez-vous, quand ils s'en vont, c'est pour mieux revenir par dizaines avec une équipe renforcée pour manger encore plus de limaces au potager. Donc, je vais vous proposer d'entendre quelques chants et de vous les faire deviner. Alors, je pose le micro 2 secondes et vais vous chercher le chant de cet animal. J'entends une imitation. J'aurais pu tenter de l'imiter, mais... Oh, peut-être que pour celle-ci, je peux tenter de l'imiter à la bouche. Elle n'est pas trop compliquée. C'est le crapaud à lit. Bravo, magnifique. C'est effectivement l'alite, qu'on appelle aussi crapaud accoucheur. Et lui, c'est littéralement la star de vos nuits d'été, avec son petit chant flûté, une seule note. Juste cette petite note. Alors pardon, je ne parle pas extrêmement couramment alite, donc je varie un peu ma note. Normalement, il ne faudrait pas. Si on parle avec le bon accent alite, on ne fait pas varier la note. Elle est une seule note, bien flûtée et répétée assez souvent. Et ça permet d'appeler les femelles. Alors je dis appeler les femelles parce que c'est les papas, crapauds et grenouilles et rainettes qui chantent. On chante chez cette famille des anours. La famille des crapauds, grenouilles et rainettes, donc ce sont les mâles qui chantent pour appeler les femelles. Et globalement, c'est un chant de séduction. Mais, je commence par lui parce que c'est le plus moderne de tous. Alors chez les alites, la femelle aussi chante. Elle n'est pas vouée au silence, elle peut répondre. Elle a le droit à la parole. Chez les alites, le père porte la charge mentale du foyer familial. C'est lui qui porte les œufs de sa femelle après l'accouchement. Donc après la ponte, on va dire plus exactement si on utilise le bon vocabulaire. Donc la femelle va pondre ses œufs, il va les féconder. Et lors de cet accouplement, il va les enrouler dans une sorte de petit cordon autour de ses pattes arrière et les porter sur ses pattes postérieures. Donc on peut voir un petit crapaud tout beige, de petite taille, il fait 4 cm à peu près, cette taille-là, et il va se promener avec des œufs, on va dire presque sur les fesses, en fait, ils sont accrochés à ses pattes postérieures. Et ces œufs, il va en prendre soin, les garder à l'humidité, les mettre à l'abri des prédateurs, en prendre soin jusqu'à ce que les têtards soient prêts à éclore dans un point d'eau. Et là, il va les amener pour qu'ils puissent éclore dans le lieu adapté à son espèce. Ceci pendant que la femelle peut vaquer à ses occupations, aller se nourrir, récupérer de cet effort considérable qui était de fabriquer des œufs. C'était déjà pas mal. Et elle a mis parfois plus d'1 an à ça. Elle ne se reproduit pas forcément tous les ans. Donc, partage des tâches assez efficace chez les alites. Et ce petit crapaud accoucheur, donc, vous pourriez dire que c'est peut-être le papa idéal qui s'occupe de ses petits, alors que les autres les abandonnent. Chez les amphibiens, généralement, on ne porte pas de soins parentaux. Une fois que les œufs sont pondus, on laisse tout le monde se débrouiller. Lui, c'est vraiment l'exception. Mais néanmoins, ce papa très soigneux envers sa progéniture peut néanmoins séduire jusqu'à 3 voisines sans sourciller et porter les pontes de plusieurs femelles sur ses fesses. Je vous laisse donc juger si vous le considérez comme étant le papa modèle. Donc néanmoins, ce qui lui demande pas mal d'énergie, d'aller faire des allers-retours pour aller s'occuper de ses petits œufs et de sa future progéniture, puis d'aller la mettre à l'eau pour l'éclosion. Donc alite accoucheur, crapaud accoucheur, c'est son nom. Et comment le trouver chez soi ou comment bien l'accueillir ? Eh bien là, il y a quelques astuces. Alors d'abord, on va commencer par un petit jeu. Combien voyez-vous de crapauds accoucheurs sur l'image ? Bien joué, vous les voyez dans leur cachette préférée. Donc pour accueillir des alites chez soi, déjà, il faut que, on commence par la base, il faut que les alites soient présents dans votre village,
Parce que on ne joue pas avec ça, hein. Ce sont des animaux qui sont protégés, on ne déplace personne quand on veut accueillir des amphibiens, on attend que le milieu soit favorable et qu'ils viennent d'eux-mêmes. Mais ils savent très bien arriver avec leurs petites pattes. On a dit que c'est des champions des petites migrations. Il faut aussi disposer dans son jardin des habitats terrestres favorables, que sont des tas de sable. Le tas de sable des enfants, le bac à sable fonctionne très bien aussi. Le tas de sable du chantier, souvent il va s'y mettre sans demander l'autorisation. Et un petit coup de pelle et on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui gigote à l'intérieur. Ah, c'était un crapaud. Donc ça, ce sont des endroits qui sont frais, un peu humides, qui gardent une température acceptable même pendant les canicules. C'est plutôt sympa. On a également le tas de compost un peu meuble, la terre que vous avez ou le compost que vous avez tamisé. Tout ce qui est un peu meuble et qui permet de s'y enfouir va être apprécié. Également, comme petit recoin humide et moussu, les tas de pierres et les murets de pierres sèches vont être extrêmement appréciés parce qu'ils ont une température plutôt stable, que ce soit en hiver où ils sont souvent en plein cœur à l'abri du gel ou en pleine canicule à l'abri des trop fortes températures. Ensuite, pour accueillir des habitats favorables dans son jardin, c'est une chose, mais il faut être aussi à distance raisonnable d'un point d'eau. Et pour notre crapaud accoucheur, entre la dizaine et de l'ordre de la centaine de mètres me semble tout à fait raisonnable. Un petit lavoir, un petit abreuvoir plein de têtards dans votre village, c'est peut-être le crapaud accoucheur, si vous n'êtes pas trop loin. 100, 200, 300 mètres, c'est tout à fait envisageable pour lui. Il peut coloniser votre jardin si vous l'accueillez avec ce type d'habitat. Il peut aussi se cacher au besoin derrière votre cuve de récupération d'eau de pluie, c'est humide, c'est frais en été, derrière l'arrosoir, toutes sortes d'endroits où il va chercher des micro-habitats frais et humides, qui soient naturels ou à votre invitation ou avec des pots de fleurs. On peut façonner des habitats naturellement accueillants pour ce petit crapaud, qui vont servir également à d'autres espèces. Et par exemple, parmi ces habitats accueillants, alors là, petit clin d'œil à Jardin Fruité, c'est dans les jardins de Toyac, c'était un des chantiers des banquettes en pierre des jardins de Toyac. On peut apprendre à monter un joli mur en pierre en faisant partie d'une association comme à Jardin Fruité et faire des chantiers avec eux. On peut aussi aller voir Fabien, le murailler qui œuvre au village des savoir-faire tout en bas de la fête des plantes et lui demander comment il fait pour monter un joli mur bien droit qui ne tombe pas avec les années et qui accueille beaucoup de vie. Comment on glisse des petits interstices entre les pierres au ras du sol pour héberger peut-être l'hermine qui va vous manger un campagnol ou peut-être le crapaud accoucheur qui dévorera vos limaces. Attention aussi, lors des rénovations des murs, à conserver donc ces trous, ces cavités, que ce soit au ras du sol pour les crapauds ou que ce soit pour des espèces qui vont coloniser plus les hauteurs comme les lézards. Donc tout ça nous aide à avoir un jardin accueillant pour cette faune qui va être auxiliaire de nos cultures. Parmi les crapauds qui mangent beaucoup de limaces, je ne peux pas me faire l'impasse du crapaud épineux. Donc c'est celui que vous appelez souvent crapaud commun, le gros crapaud beige ou marron, plus ou moins de motifs sur le dos, mais globalement on le reconnaît à sa grande taille, ses gros boutons, et puis ses yeux très élégamment orangés, cuivrés, parfois rouges. Il a vraiment un regard merveilleux, je vous invite à vous mettre à sa hauteur. Ce crapaud-là, c'est le plus gros de nos crapauds. On va souvent le trouver sous le paillage de nos massifs de fleurs, un peu à l'humidité en été. Et c'est vraiment un allié de taille parce que lui, comme il est gros, il va aller chercher des proies un peu plus grosses, des plus grosses limaces, à l'occasion des vers de terre, quand c'est soir de pluie et qu'il se promène à la surface. Un peu tout le monde peut y passer, toutes les petites bêtes du sol, mais globalement, pas mal de limaces quand même. C'est très apprécié. Et il va travailler gratuitement pour nous, quand tout le monde dort, dans la rosée ou après la pluie. Mais attention, comme pas mal d'amphibiens, il se met en grève quand il fait trop chaud l'été. Quand c'est canicule, il va se cacher. Et quand les gelées se font sentir également, il va se cacher. On l'a dit, en hiver, on hiberne. Donc, au plus chaud de l'été et au plus froid de l'hiver, on ne le trouvera pas. Mais ça tombe bien, parce que les limaces, c'est pareil, on ne les voit pas non plus à ce moment-là. Donc, il va être là pile au bon moment pour nous au jardin. On peut donc penser à lui offrir un vrai endroit accueillant en lisière de haies, par exemple un joli tas de bois, quelque chose qui va être moussu, humide, ombragé, un abri avec des interstices. Ça peut être un tas de sable meuble recouvert de feuilles ou de BRF, peu importe, ça c'est à vous d'imaginer, mais vous avez compris l'idée. Il faut qu'on puisse s'y enfouir à reculons dans les grandes canicules, il faut qu'on puisse y trouver un peu de fraîcheur. Puis bien sûr que ça ne soit pas dérangé tous les 5 jours et qu'on n'y mette pas un coup de pioche tous les 5 jours. Donc un endroit qu'on laisse un peu tranquille, qu'on va entretenir avec parcimonie, et qui sera un peu le gîte
pour les crapauds. Un autre crapaud qui visite volontiers les jardins, encore un crapaud de belle taille, celui-là, le crapaud calamite. Une ligne jaune qui parcourt le milieu du dos, des gros boutons, des yeux verts, jaune-vert. Le crapaud calamite est un des crapauds, un des protecteurs de nos jeunes pousses, qui lui aussi mange beaucoup de limaces. Donc là, au milieu des pousses de courge, je vous assure qu'il faisait son petit ménage. Et il boulottait toutes les petites limaces et les limaçons que j'arrivais pas à enlever avec mes petites mains en tant que jardinière. C'est pratique. Il se reproduit de préférence dans des petites pièces d'eau, plutôt pionnières, donc sans végétation ou avec très peu de plantes. Mais ce n'est pas obligé que son lieu de reproduction soit dans votre jardin, parce que là encore, je répète, ils savent voyager. Et lui, il sait voyager très loin. Il peut aller jusqu'à plusieurs kilomètres de son lieu de naissance pour explorer, aller se nourrir, chercher son habitat terrestre et faire de grandes migrations pour chercher de nouveaux lieux où se reproduire. Il y a des spécialistes qui ont étudié les déplacements de cet animal en lui posant une petite balise et ensuite en cherchant la distance à laquelle il allait le plus loin par rapport à son point de départ. On est allé parfois jusqu'à plus de 7 kilomètres. C'est épatant, non ? Donc rassurez-vous, pour que les amphibiens trouvent votre jardin, surtout, on redit, respectez les réglementations et le bien-être des animaux, n'allez pas les déplacer, ils n'ont vraiment pas besoin, et vous non plus, ils se déplacent tout seuls dès lors que le milieu est propice. On a passé en revue les gros formats, mais je reviens au petit format, parce qu'un petit crapaud, un crapelé, un bébé crapaud, ça mange aussi les tout petits limaçons et les toutes petites bêtes. Et là, je vous présente un bébé crapaud épineux qui est pas plus grand que ça, donc il fait même pas 1 centimètre. Vous imaginez ? Vous en tiendriez 2 comme ça sur l'ongle de votre pouce. C'est pas mal, hein ? Et alors ces petits-là, souvent, émergent des points d'eau par centaines, par milliers. Ils ont un appétit d'ogre, ils ont besoin de grandir. Et donc ces petits-là vont eux aussi être d'excellents auxiliaires pour votre jardin à manger des plus petites bêtes, des plus petits insectes. Et donc quand on veut avoir la chance d'avoir ces minuscules crapauds parcourir par centaines ou par milliers les rangs de nos légumes et de notre potager, eh ben, là par contre il n'y a pas de secret. Si on veut les avoir tout bébés, c'est qu'il faut avoir une mare. Alors oui, c'est plus facile d'héberger des amphibiens quand on a une mare ou un bassin chez soi, mais ça peut aussi être une petite source, un abreuvoir, ça peut être aussi que la rivière est dans le fond du jardin ou dans le fond du terrain ou pas très loin. Disons, c'est pas nécessairement sur son terrain, mais il faut que ça soit pas loin pour les voir bébés comme ça. Ici, vous voyez par exemple une grenouille agile. Une grenouille agile mâle, donc qui est au fond de l'eau, qui attend qu'arrive l'amour. Donc là, on est au mois de mars, avril à peu près dans la mare. C'est à peu près pile le moment où vous allez les voir à l'eau, boulotter des petits insectes dans l'eau, des larves de moustiques et autres joyeuses bestioles, parce que le reste du temps, en dehors de mars, avril, mai, juin, on va dire, selon les espèces, le reste du temps, mais ils sont tous à terre. Alors je sais, on a le cliché des amphibiens qui sont toujours dans l'eau, mais c'est vraiment loin d'être le cas en majorité. Pour la plupart d'entre eux, l'essentiel de l'année se passe à terre. Donc le reste du temps, ils ne seront pas à la mare, mais votre mare aura permis d'en faire naître plein. Toutes les espèces de chez nous ont besoin d'un point d'eau pour se reproduire. Que les points d'eau soient peu profonds, très profonds, avec des plantes, pas trop. Chaque espèce a ses préférences, mais globalement, si vous faites une mare, ce sera toujours bénéfique. Les têtards ont impérativement besoin d'eau pour grandir. Leur croissance est aquatique, exclusivement. Et même pour les plus terrestres de nos amphibiens, que sont les salamandres, petite maquette de salamandre pour la montrer en presque taille réelle, elle est un peu petite celle-là, mais pour les amphibiens les plus terrestres de notre département, donc les salamandres tachetées, même elles, qui passent l'essentiel de leur vie à terre, elles ont besoin de l'eau pour les femelles à un moment dans l'année pour aller mettre bas. Parce qu'elles vont, alors là c'est encore une autre exception, j'aime bien les exceptions. Je vous ai parlé tout à l'heure du crapaud accoucheur qui prenait soin de sa progéniture, c'était une exception. Eh bien, elle est une autre exception, c'est que les autres, ils pondent tous des œufs, mais elle met bas des petites déjà formées, des petites larves, des petits têtards, qui vont, dès l'accouchement, dès la mise bas, se déployer leurs branchies et commencer à chasser par eux-mêmes et être autonomes. Et ensuite, au bout de plusieurs mois de croissance, ils vont pouvoir ensuite sortir de l'eau, se métamorphoser et devenir cette magnifique salamandre qui ira, elle aussi, boulotter les insectes et les limaces de votre potager. À condition d'avoir des milieux arborés pour elles.
parce qu'elle aime les milieux ombragés et arborés. Les forêts initialement, mais ça peut aussi bien être des petits bosquets d'arbres au fond de votre jardin si vous avez un bois pas loin. On revient aux mares. Comme les mares sont de plus en plus rares un peu partout, et on va dire que les mares vivantes sont de plus en plus rares, parce que dans les bassins, il y en a plein, mais dans les bassins, tout le monde met des poissons rouges, des carpes, et c'est pas forcément les milieux de rêve pour les amphibiens ou la faune locale. Dès lors qu'il y a des poissons, on y reviendra, ça devient un milieu considérablement dégradé et appauvri pour notre faune autochtone. Eh ben, on va considérer que les mares accueillantes sont très rares. Des mares qui n'ont pas de poissons, pas d'introduction exotique, pas d'animaux comme des poissons rouges, ben là, ça devient un peu plus compliqué. C'est pourtant ce qu'il faut pour héberger des pontes de grenouilles, des pontes de crapauds, et même un tout petit bassin, même 3 ou 4 mètres carrés, ça peut suffire pour héberger quelques animaux sympas dans le fond de son jardin. Voici une maternité à grenouilles. Les œufs des grenouilles, par paquets, dans des masses gélatineuses, parfois pour certains flottent, pour les grenouilles rousses, pour d'autres vont couler dans le fond. Et ces maternités, bien entendu, c'est des milliers d'œufs et tous n'arriveront pas à l'âge adulte, bien entendu. Ils vont nourrir énormément de monde. C'est bien là aussi leur rôle, quelque part, dans ce grand jeu de la nature, d'être mangés, d'être prédateurs, mais proies également. Ici, des œufs d'autres amphibiens que sont les crapauds. Là, c'est une ponte de crapauds calamites, à même le fond de la flaque dans lequel les parents avaient fait leurs amours. Donc ces pontes vont éclore assez rapidement, donner naissance à des têtards dont peu arriveront à la métamorphose et à l'âge adulte, mais néanmoins, le grand cycle de la vie s'effectue. Quand on a une mare, on entend une partie des amphibiens. Pas tous, parce que tous ne chantent pas. On a dit, les tritons, les salamandres, par exemple, eux, ils ne chantent pas. Mais les grenouilles et les crapauds, eux, ils chantent. Ici, vous voyez un mâle de crapaud avec son grand sac vocal qui est en train de chanter. Alors, vais-je retrouver le chant? Alors, celui-là, je ne peux pas vous l'imiter parce que c'est vraiment trop délicat. On va rechercher le chant du crapaud calamite. Est-ce que quelqu'un l'a déjà vu dans son jardin, celui-là? Aïe, aïe, aïe. Je ne le retrouve pas là tout de suite. Je vous le passerai juste après. Je ne vais pas vous faire attendre. Je vous le passerai juste après. C'est un chant assez puissant. Nous avons une autre configuration de sacs vocaux. Tout le monde n'a pas un seul sac vocal sous la gorge. Chez les grenouilles vertes, les sacs vocaux sont sur les côtés de la bouche, façon bulle de chewing-gum, une de chaque côté du sourire. Ici, un mâle de grenouille verte, ou plus exactement de grenouille de l'Essona, une espèce particulière de grenouille verte, qui est en train de chanter et d'appeler les femelles. Les grenouilles vertes, elles peuvent chanter tout au long de l'été, même en plein jour, même en plein soleil. C'est les plus diurnes et les plus estivales de nos grenouilles, alors que la plupart des autres grenouilles vont être plutôt nocturnes et chanter la nuit sous la pluie par 5 degrés au mois de mars. Donc quand on demande à quelqu'un d'imiter les grenouilles, la plupart du temps, c'est ce chant-là qu'il connaît et il va faire un magnifique. Allez-y. Bon. C'est... Pour le chant des grenouilles vertes, en tout cas, c'est souvent le chant le plus connu. Mais je cherche d'une autre main discrètement les autres chants que je ne parviens pas à trouver alors que je les avais préparés il y a 2 minutes. Bon, c'est pas grave. Donc les grenouilles vertes vont avoir des chants tout au long de l'été. Il faut aussi se préparer à ça. Si on veut se faire une petite marche chez soi, c'est qu'il faut être OK avec le fait qu'il y ait des grenouilles qui vont chanter dedans. Donc on y pense. Si on veut la construire, la bâtir pas trop loin des fenêtres de sa chambre à coucher, il faut aimer le chant des grenouilles, sinon on la mettra plutôt au fond du jardin. Ceci dit, bon, c'est tout à fait plaisant à mes oreilles, plus que le bruit des moteurs, mais il y a certaines personnes que ça peut irriter, donc il faut le savoir. Une mare, il y a une saison dans l'année où elle peut chanter un peu fort, la mare. Les grenouilles vertes, je vous disais, vont s'éloigner assez peu de l'eau, donc globalement, ce ne sont pas celles qui vont faire de grands déplacements à travers les rangs de votre potager ou de vos jeunes pousses dans votre pépinière. Il y a plutôt les crapauds qu'on va inviter pour ça au jardin. Et le fait de connaître un petit peu leurs us et coutumes, ça va nous aider à
à bien adopter les bons gestes et à créer les bons habitats pour les inviter. Donc n'espérez pas inviter les grenouilles vertes de votre mare à 300 mètres de là au milieu de votre serre. Ça sera plutôt le cas d'autres espèces, comme les crapauds que je vous ai présentés tout à l'heure. La grenouille agile voyage bien aussi pour chercher son alimentation. La grenouille verte est plutôt casanière. Je caricature en disant la grenouille verte parce qu'on a plusieurs espèces, mais je fais un petit peu court. Enfin, tout ça pour vous dire que, quelle que soit l'espèce que vous accueillerez et que vous aiderez à se reproduire chez vous, ce sont dans tous les cas des mange-limaces, des mange-bestioles qui vont vous être tout à fait accueillants et aidants au potager. Et pour ça, eh bien, il faut des plans de mare, il faut réfléchir un peu à ce qu'on fait sans faire trop de bêtises. Est-ce qu'on a besoin d'une bâche pour pouvoir étanchéifier le fond de cette mare ou est-ce qu'on a de l'argile en quantité suffisante? Toutes ces questions-là, c'est dur de les résumer comme ça en 2 secondes. J'avais fait une intervention avec Jardin Fruité où on était revenu plusieurs fois au jardin de Toyac pour réfléchir ensemble au plan de cette jolie mare qu'ils ont restaurée depuis. Pour en savoir plus sur comment on construit correctement une mare, eh ben, je vous inviterai soit à aller voir des mares qui ont déjà été faites et plutôt bien faites comme celle des jardins de Toyac et de demander aux gens de l'association comment ils ont procédé. Il y avait toute une démarche, comment on creuse, on fait attention à mettre des pentes douces pour que les animaux ne se noient pas, mais pour faire aussi des paliers pour une végétation harmonieuse. On va aussi songer à mettre une couche de sable avant le géotextile, puis la bâche, puis du sable, des éléments, des blocs dans le fond. Est-ce qu'il vous faut une pompe? Est-ce que vous avez un renouvellement d'eau suffisant? Voilà, tout ce genre de choses. Il n'y a pas une seule manière de faire, ça va dépendre de chez vous. Après, il y a toutes sortes d'ouvrages. Je sais que la librairie Grenouille est tout à fait bien équipée pour vous fournir ce genre d'ouvrage sur comment on crée une mare ou comment est-ce qu'on l'entretient. N'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Mais en tout cas, réfléchissez bien votre affaire avant de mettre les mains dans le chantier, parce qu'après, ça va être difficile de rattraper le coup quand en 10 ans après, on se rendra compte que ça fuit ou que c'est mal conçu. Et souvent, on n'y revient pas, ou difficilement. À bien concevoir dès le début. Et vous allez me dire, oui, mais si je fais une mare, je veux bien accueillir des grenouilles, mais et les moustiques? Alors hier, on a eu une grande discussion lors de la conférence du Conservatoire botanique sur les moustiques, et notamment les moustiques tigres. Bon, alors déjà, la première chose, sans parler du moustique tigre, rien qu'avec nos espèces locales, dans une mare équilibrée, bien sûr, il y a quelques moustiques, mais pas plus qu'ailleurs, parce que la mare héberge aussi des prédateurs, et dans une mare équilibrée, il n'y a pas plus de moustiques dans cet écosystème que n'importe où ailleurs. Vous pouvez vous promener au bord d'une mare en short, en robe. Quand elle est équilibrée, ça n'est pas un souci. Vous n'allez pas ressentir une gêne particulière. Il y a une foule de prédateurs bien au-delà des grenouilles. Beaucoup d'insectes carnassiers sous l'eau vont s'occuper des larves de moustiques et réguler tout ce petit monde. Des larves de libellules, des ditiques, des ranâtres, des gérisses, des notonectes, toutes sortes de bêtes qui sont assez magnifiques à regarder en plus. Donc faites confiance à ce cortège assez diversifié d'animaux qui vivent dans votre mare. Et c'est surtout plus diversifié et plus efficace que d'y mettre des poissons. Parce que les poissons, certes, vont vous manger quelques larves de moustiques, mais ils vont détruire tout le reste, ou déséquilibrer fortement tout le reste, et déséquilibrer aussi la qualité de l'eau de votre mare, qui va vite se troubler, devenir eutrophe, trop riche, trop engraissée par leur déjection. Et à moins d'avoir des systèmes de filtration complexes et coûteux sur des petites surfaces, les mares ne peuvent pas accueillir de poissons de façon harmonieuse. Et ça vaut vraiment pas le jeu, on ne vaut pas la chandelle à côté de ce que vous accueillerez comme merveille de biodiversité locale dans une mare sans poissons. J'insiste lourdement, pardon, mais ça vaut le coup. Le balai des tritons et le chant des grenouilles valent bien la beauté de quelques poissons. Les poissons sont incompatibles avec l'accueil d'un cortège d'amphibiens diversifiés, ça c'est sûr et certain. Mais alors le moustique tigre, comment on fait? Est-ce que ça suffit pour lui? Parce que si nos moustiques locaux, ça suffit, on veut bien, mais le moustique tigre, de quoi en retourne-t-il? Eh bien, on ne le fait pas au doigt mouillé pour répondre à cette question, et il y a des vraies études qui se sont penchées sur la question, parce que depuis qu'il arrive, il pose non pas que des nuisances, mais aussi des questions de santé publique. Et pour ne pas faire de bêtises, ça aurait été ballot de reconstruire et de recréer des milieux humides et des mares pour la biodiversité d'un côté, mais de créer des problèmes de santé publique par la même occasion. Donc il y a toutes sortes d'organismes sérieux, officiels, des agences régionales de santé, des agences de l'eau, des scientifiques qui se sont penchés sur la question et qui ont commandité des études qui ont montré qu'en fait, dans les habitats artificiels, les moustiques tigres sont prédominants et sont favorisés par tout ce qui est petites coupelles d'eau, l'eau qui se rassemble au fond du seau qu'on oublie au fond de son jardin, ou bien dans des objets oubliés dans des décharges sauvages comme des décharges de pneus par exemple.
Et ces petits récollements d'eau de pluie sont dépourvus de prédateurs et vont créer des pouponnières à moustiques tigres très appréciées. Et il a un cycle de vie qui est très efficace là-dedans. Et c'est essentiellement, ce schéma montre en somme que ce sont essentiellement dans les habitats artificiels que les moustiques tigres se développent. Et dans les habitats qui sont dits naturels, des mares, des étangs, des marais, où les prédateurs sont présents, eh bien au contraire, ça va plutôt les piéger. Ils vont essayer de se reproduire là-dedans, mais ils vont se faire boulotter par les prédateurs naturels. Et ça va ainsi, même, ça pourrait être contre-intuitif, mais creuser une mare, c'est un moyen de lutte contre le moustique tigre, parce que ça va créer des pièges et ça va favoriser les prédateurs naturels de cette espèce. Donc non, si vous faites une mare, vous n'allez pas favoriser plus le moustique tigre qu'autre chose. Par contre, si vous laissez des coupelles d'eau partout sur votre balcon, ça peut être problématique. C'est plutôt là qu'il va falloir agir si vous ne voulez pas le favoriser. Créez des mares vivantes et contrôlez vos coupelles d'eau. Comment on crée une mare idéale ? Bon, là, on en a une, je suis un peu partisane, c'est la mare de Toyac, mais on en a une qui est plutôt pas mal. Alors, pourquoi je la trouve assez exemplaire ? C'est parce qu'elle va combiner à la fois les enjeux esthétiques qu'attendent des jardiniers et des enjeux écologiques et d'équilibre que peuvent attendre les espèces sauvages autochtones. Et ici, on a une mare qui combine à la fois des variétés botaniques et des variétés ou des espèces locales. Et ce mélange très harmonieux et équilibré va nous permettre d'accueillir, sans invasion biologique, d'accueillir des espèces comme des amphibiens ou des reptiles ou toutes sortes d'insectes, libellules et autres. Je dis sans invasion biologique parce que, bien entendu, quand on crée une mare, et c'est ce qu'ils ont fait à Jardin Fruité, ils ont fait bien attention à ne pas installer d'espèces exotiques envahissantes dans leurs végétaux. Donc on peut la laisser se végétaliser spontanément si on fait une mare chez soi, mais on peut aussi installer des végétaux. Et lesquels choisir ? Eh bien, surtout, au maximum, utiliser des végétaux qui sont labellisés végétal local. C'est un label qui va vous permettre d'avoir des végétaux adaptés, génétiquement adaptés à votre localité, à votre secteur géographique, résistants, mais aussi qui ne vont pas favoriser d'invasion biologique. Ce sont des espèces qui sont locales et dont le patrimoine génétique est aussi adapté à votre localité. Soit vous achetez du label végétal local, soit vous allez prélever avec parcimonie et en sachant quelles espèces vous prélevez, des espèces communes, pas des espèces qui sont en liste rouge ou protégées, on est bien d'accord. Il faut savoir ce qu'on fait si on le fait soi. On peut aller prélever aussi quelques boutures ou quelques petits morceaux de rhizome de telle ou telle plante ou une petite touffe de jonc dans un fossé humide près de chez soi. C'est tout à fait envisageable aussi, avec parcimonie et en sachant ce qu'on fait. Si on ne veut pas s'embêter ou qu'on craint de faire une bêtise, on peut acquérir en label végétal local. Et prenez garde vraiment avec ce qui se vend en jardinerie parce qu'il y a encore des espèces exotiques envahissantes qui sont autorisées à la vente. La réglementation évolue très lentement là-dessus. Votre bon sens vaudra mieux que la réglementation. Dans une mare idéale, on a à proximité des habitats, des végétations, des habitats terrestres et des végétations diversifiées, un peu d'ombre pour pas que l'eau chauffe de trop. Donc on caricature un bassin perdu au milieu du jardin tondu à ras, ça ne servira pas à grand monde. Il faut qu'il y ait de la vie, une zone tampon autour, des végétations étagées autour. Donc on peut paysager les abords ou laisser faire un peu de spontané. Là c'est vous qui voyez, mais il faut qu'il y ait de la diversité et des abris. Et dès lors, votre mare va être colonisée spontanément par toutes sortes d'animaux. Ici, un triton alpestre, qui est une espèce fabuleuse, qui va à la fois manger les larves de moustiques, toutes sortes d'insectes, mais qui va aussi avoir une parade merveilleuse, des couleurs somptueuses, chatoyantes. Les poissons rouges, les tritons alpestres n'ont rien à envier à des poissons rouges. Ils sont orange et bleus pendant la parade. Ils dansent, c'est merveilleux. Donc, toutes ces parades-là, si vous voulez les observer, faites un petit bout de mare. Vous allez voir, c'est magique. Dans les végétations vont se cacher des petits œufs. Alors, vous voyez, c'est discret. Les œufs, ils font 1 millimètre ou 2 à peine. C'est vraiment minuscule. Ça nous indique que la végétation aquatique est importante. C'est bien qu'on ait des berges végétalisées, mais ça nous indique aussi que ce sont des pouponnières, ces végétaux. Et ça veut dire que si on veut travailler sur les végétaux aquatiques, il va falloir choisir sa saison, pas la saison des maternités et des pouponnières. Donc clairement, on va éviter toute intervention à la saison la plus fragile, qui est le printemps et l'été. Et on va travailler sur les végétations des berges ou de l'eau à l'automne ou à l'hiver. On va dire entre septembre et fin février. Ça laisse quand même des belles journées où il ne fait pas trop froid, globalement, et où on est hors gel.
mais on évite la saison de reproduction majoritaire de la plupart des espèces d'amphibiens. Ce qui ne nous empêche pas de contrôler s'il ne reste pas des têtards dans le fond, qui n'ont pas fini leur métamorphose, et de s'assurer d'un sort heureux pour ces derniers si on travaille à côté d'eux. On minimise les risques, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais on minimise les risques de dérangement. Une autre espèce qui est présente à la mare de jardins fruités, donc, c'est le triton palmé. Alors lui, il est assez fascinant. Là, c'est un mâle qui revient à l'eau juste au retour de l'hiver. La végétation n'est même pas arrivée, qu'il est déjà là. Il veut être le premier pour la saison des amours. Donc, dans le cycle de vie de ces animaux-là, ce sont des saisons qui sont délicates. Vous comprenez que s'ils font une migration pour arriver à l'eau, il va falloir faire attention aussi à leur laisser un petit peu de végétation où ils peuvent se cacher, des espaces où ils peuvent migrer autour de la mare. Un petit peu de végétation spontanée, ça ne fait jamais de mal au bord de la mare. Et dès lors que les amphibiens seront là, d'autres animaux, notamment leurs prédateurs, vont arriver. Alors une mare peut être habitée par cette mangeuse de grenouilles, qui est la couleuvre à collier. On l'appelle la couleuvre à collier helvétique désormais. Alors j'ai une petite maquette ici, que vous pourrez venir voir tout à l'heure sur la table. Ici, un petit spécimen, mais elle peut être beaucoup plus grande. La couleuvre à collier helvétique va se caractériser par notamment ce collier noir et blanc sur les côtés de son cou. Aussi souvent un joli maquillage noir qui borde, des jolies liserés noires qui bordent les écailles au bord de ses lèvres. Elle est de fortes mœurs aquatiques, même si on peut la trouver à terre bien sûr aussi. Et cette couleuvre va manger des amphibiens essentiellement. Elle ne rechignera pas sur une petite souris si elle en croise une, mais globalement, elle va être spécialisée dans les amphibiens, les grenouilles et les têtards. Mais c'est une prédation qui est équilibrée, parcimonieuse, elle ne décimera jamais les grenouilles de votre mare. Il y a un équilibre entre prédateurs et proies, donc ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. Et cette couleuvre aquatique, elle va parfois élire domicile dans des endroits assez étonnants, notamment dans le compost, ou dans le tas de tonte de gazon qui est un peu fermenté et qui commence à devenir chaud quand on y plonge la main. Ce sont des pouponnières un peu chaudes et humides qui vont être parfaites pour pouvoir y déposer des œufs. Les œufs des couleuvres, alors je dis les couleuvres, c'est pareil, je caricature un peu, certaines couleuvres ne pondent pas d'œufs, mais celles qui pondent des œufs, comme la couleuvre à collier helvétique, sont des œufs qui vont souvent être déposés dans le tas de compost ou dans des végétaux en décomposition. Les coquilles sont un peu molles, un peu déprimées, un petit peu froissées parfois. C'est pas comme un œuf d'oiseau tout dur. C'est un œuf un peu ramolli qui est enterré dans des végétations. Si vous trouvez ça, faites comme si vous n'aviez rien vu. Vous remettez la végétation dessus, bien au chaud, et puis vous passez votre chemin. Et de ces petits œufs écloront des coulevraux qui vont, dès leur naissance, avoir besoin de manger, prendre des forces et vous aider au jardin. Comme tout bon auxiliaire qui se respecte. On a aussi les tas de feuilles qui peuvent héberger des orvées notamment, ou d'autres, on va dire grosso modo, pas mal d'amphibiens et de reptiles qui peuvent s'y cacher, mais l'orvée c'est vraiment le champion. La balle de foin qu'on a gardée, le vieux foin qu'on a gardé pour le paillage, ou la balle de paille, ou vous voyez dans ce type de gîte là, tas de feuilles, tas de foin, tas de paille, l'orvée va s'y plaire énormément. Il a des mœurs fouisseuses souvent, il est assez discret. On le trouve quand on va tourner les matériaux pour mettre le paillage. Et puis, l'orvée, il va énormément manger de limaces aussi. Alors ici, c'est pas un orvée, c'est bien un serpent. Alors je précise parce que l'orvée est un lézard. Même s'il a une allure de serpent, c'est un lézard sans pattes, mais un lézard. Et ici, donc on n'a pas un orvée, mais une couleuvre. Alors là, on revient à notre bord de mare ou à notre bord de ruisseau. C'est la couleuvre vipérine, une couleuvre aquatique, qui, elle, va consommer plutôt ou des petits têtards ou des petits poissons, ou parfois de petits insectes. Et cette couleuvre vipérine, elle a un mimétisme avec le milieu qui est fabuleux. Elle a aussi la faculté de se faire confondre avec les vipères et de faire crier et de donner peur à pas mal de gens, malheureusement pour elle. Elle peut aplatir sa tête en triangle. Elle peut avoir un joli motif en V sur la tête. Donc attention, vous avez compris, le triangle et le V sur la tête, c'est pas du tout un bon critère pour déterminer si c'est une vipère ou une couleuvre. Celle-ci lui ressemble beaucoup, peut-être. Donc on verra tout à l'heure comment faire la différence. Les serpents que l'on va accueillir dans notre potager ou au bord de notre mare vont consommer en bonne partie aussi des rongeurs, des campagnols, des souris, des rats.
C'est pour ça qu'ils fréquentent souvent les abords des maisons aussi, parce qu'auprès des maisons, le tas de compost fréquenté par les petits rats ou les petites souris, ils vont y trouver leur alimentation. Ils vont chasser ces petits rongeurs. Donc on peut considérer les serpents comme des auxiliaires du jardinier. Ils sont aussi tous, ou presque tous, en déclin. Ils sont tous protégés intégralement par la loi, amphibiens et reptiles, toute espèce. Et ils sont tous menacés. Du coup, comment on va faire la différence entre une couleuvre et une vipère? Parce que vous allez me dire, oui, moi je veux bien accueillir des serpents chez moi, mais quand même, je ne veux pas mettre la main sur une vipère. C'est légitime. On n'a pas envie de se faire mordre par une vipère, c'est venimeux. Donc comment on fait la différence? Oui? La pupille, alors déjà, les vipères, c'est un trait, et les couleuvres, c'est un rond. C'est tout à fait vrai, mais il faut être vachement prêt pour le voir. Il y a d'autres critères qui se voient d'un peu plus loin d'abord. Mais on reviendra à la pupille, qui est une réponse tout à fait exacte. Déjà, la première chose à regarder, c'est la silhouette de l'animal. Je vous ai mis 2 silhouettes. Il y a une couleuvre et une vipère. Qui est en haut à droite? La vipère. Et aussi la queue, la vipère, ça se finit direct. Et la couleuvre, ça se finit très lentement. Et voici une leçon de reconnaissance de silhouette par une petite herpétologue en herbe. C'est tout à fait exact. Vous allez constater que sur la vipère qui est en haut à droite, la queue est brusquement rétrécie et se finit d'un coup, alors que chez la couleuvre, chez les couleuvres, la silhouette est longiligne et la queue, elle est très très longue et fine, un peu comme si on l'avait étirée. La silhouette est généralement un petit cou, un gros corps et une petite queue. Chez la vipère, vous voyez, c'est très irrégulier, alors que chez les couleuvres, c'est très régulier, longiligne, avec une queue à rallonge et fine. Bien entendu, si on est tout près, on pourrait regarder l'œil, mais ce n'est pas ce qu'on va voir le mieux. La pupille est ronde chez les couleuvres et en œil de chat chez la vipère. Et on a aussi un autre critère qui est assez joli à voir, qui est sur la tête. C'est les écailles de la tête. Ici, la couleuvre vipérine, on va voir vraiment très nettement qu'elle a plein de grosses écailles sur son front. Si vous voyez des grosses écailles assez grosses pour pouvoir les compter ou les dessiner, si vous les percevez bien nettement, il s'agit d'une couleuvre chez nous. Si par contre, la silhouette est plus trapue, la queue plus petite, et que sur le haut de la tête, il y a des minuscules écailles, c'est du pointillisme, et qu'on n'arrive pas à les compter tellement il y en a, il s'agira de la vipère. Je reviens à ma vipère. Vous voyez, est-ce qu'on arrive à compter les écailles là sur le dessus de sa tête? Il y en a trop, hein, on est d'accord. Après, le nez de la vipère aspic est un petit peu redressé, un peu busqué, on dirait qu'elle s'est cognée au mur. Elle a un petit nez qui rebique. Ça se voit assez fréquemment quand on n'est pas trop loin, quand même, quand on jardine, ce petit nez busqué. Globalement, les grosses joues bien joufflues, le nez qui rebique, les toutes petites écailles sur la tête, le corps très trapu, la petite queue qui est brusquement rétrécie, ça indique qu'on va rester à 1 mètre ou 1,50 m et puis qu'on ne va pas mettre la main sur la vipère. Sinon, bien entendu, si elle souhaite se défendre, après intimidation, tentative de fuite et autres, bien sûr, parce qu'elle n'a pas envie de perdre son temps à se défendre avec vous. Hein. Son premier réflexe, ce sera de s'enfuir d'abord, ou de faire comme si vous n'étiez pas là. Mais si vous mettiez la main dessus, elle pourrait tenter de se défendre, comme un animal sauvage qu'elle est, et elle pourrait vous mordre. Et c'est la vipère est la seule à avoir des crochets et du venin chez nous. Alors je dis la vipère parce que, en fait, il s'agit de 2 espèces de vipères chez nous, la vipère aspic et la vipère péliade. La vipère péliade, elle est présente à partir des éstables, sur le Mézin, et aux altitudes plus élevées, au-delà de 1300 mètres chez nous. C'est vraiment pas la majeure partie des cas de vos jardins. Mais si tant est que vous ayez un jardin en altitude, vous pourriez observer cette vipère-là le long de vos murs. Elle est beaucoup plus rare, elle est très menacée. Il y a un plan national d'action qui concerne la conservation des vipères en France et qui est, entre autres, dédié à la conservation de cette vipère. Elle est vraiment menacée. Alors, elle disparaît pour toutes sortes de raisons, de mutation des paysages agricoles qui font disparaître les murets, les prairies naturelles là où elle est présente, mais aussi à cause des changements climatiques qui font remonter en altitude son aire de répartition. Mais une fois qu'elle arrive au sommet des montagnes, elle ne peut pas aller plus haut. Donc globalement, chez nous, elle est dans des zones refuges en haut des montagnes. On peut en trouver assez fréquemment. Si vous vous promenez dans le massif du Mézin ou si vous allez dans le Puy-de-Dôme, sur le massif du Sancy, vous allez en croiser assez fréquemment, mais en montagne, quoi. Pas celle que vous trouverez le plus fréquemment près de vos maisons.
Non. Non, il y a certaines espèces qui sont plus punchy que d'autres qui sont plus douces, mais il n'y a pas de généralité entre couleuvres et vipères sur le mode de déplacement. Il y a certaines couleuvres qui se déplacent très discrètement et à bas bruit sous les herbes, de la même manière que peuvent le faire une vipère aspic. Donc non, c'est pas un bon critère. Regardez la silhouette, regardez éventuellement si vous voyez la tête, les écailles sur la tête, c'est un excellent critère. Pouvez-vous compter plein de grosses écailles sur la tête, ou est-ce incontable tellement il y en a de toutes petites? Avez-vous une grosse silhouette trapue avec la queue brusquement rétrécie, ou êtes-vous en présence d'un serpent qui s'est étiré et sur qui on a tiré la queue tellement il est étouffant? La silhouette est bien meilleure conseillère. Ça dépend des espèces et des saisons. C'est difficile de répondre à cette question de façon brève. Les vipères aspics sont plutôt casanières et vont avoir leur coin favori au jardin qu'elles vont parfois pas quitter de toute la saison, à quelques mètres près. Alors, juste pour vous rappeler que les couleurs sont mauvaises conseillères, voici la grande diversité des couleurs des vipères aspics. C'est un petit jeu, j'ai récupéré ça sur un site internet qui présentait la diversité des patterns. C'est l'espèce la plus polymorphe en Europe de l'Ouest, la vipère aspic. Donc, encore une fois, regardez les écailles, la silhouette, mais pas les couleurs, s'il vous plaît. Il y en a des concolores, une seule couleur. Il y en a des toutes noires, mélaniques. Il y en a avec des motifs, des chevrons, des rouges, des marrons. C'est très élégant, les vipères aspics, j'adore. Magnifique. Petit récapitulatif, on révise. Y a-t-il plein de grandes écailles sur la tête? Y a-t-il une pupille ronde? Y a-t-il une queue longue à très longue, assez fine? Est-on en présence d'un animal pouvant devenir très grand? Ça, je ne l'ai pas spécialement redit, mais les couleuvres peuvent devenir très très grandes, parfois jusqu'à 2 mètres. Alors là, on sera en présence d'une couleuvre. Si maintenant on est en présence d'un animal qui a une silhouette plutôt trapue, une queue qui est brusquement rétrécie, un petit nez busqué, un œil en chat, un œil en œil de chat, une pupille fendue, est-ce qu'on a une queue brusquement affinée? Est-ce que l'animal est plutôt de moyenne à petite taille? Ça fait forcément moins de 80 cm, on va dire, les vipères par chez nous, 80-85. Au-delà, ça n'existe pas. Une vipère au-dessus de cette taille-là, chez nous, pour nos espèces, ça n'existe pas. Donc si on est un animal de taille modeste, raisonnable, qui a tous ces critères, ça sera la vipère. Ceci signifie que si vous trouvez un animal de très grosse stature, dont vous voyez parfaitement les écailles sur la tête, de ce format-là, ici, il s'agit d'une couleuvre. Couleuvre verte et jaune, pour son petit nom. Si vous tombez sur une mue dans votre jardin, qui est d'une taille suffisamment respectable pour qu'elle soit trop longue pour tenir en un seul morceau et que je la casse en deux quand je l'attrape, celle-ci, c'est une couleuvre avec sa queue longue et fine. Et on peut même, l'avantage sur les mues, regarder les écailles de la tête. Bon, mais que ça soit couleuvre ou vipère, elles n'ont pas envie d'être dérangées. Donc même si c'est une couleuvre, toutes nos couleuvres n'ont pas de crochet, pas de venin et sont inoffensives en Haute-Loire. Elles n'ont quand même pas envie d'être manipulées et en plus elles sont protégées. On n'a pas le droit de les manipuler sans autorisation spéciale. Donc voilà, je répète que quel que soit le serpent, couleuvre ou vipère, on reste à distance et on ne le dérange pas. Il a envie de s'enfuir, on lui laisse un peu de place pour s'enfuir. Si on travaille à un endroit où on sait qu'ils sont présents, où on les a déjà vus, on porte des gants, on met des bottes ou des chaussures montantes, ça suffit. Si on en voit un, on le laisse s'enfuir. Si on perçoit qu'il a une manifestation quelconque de stress, qui souffle, qui s'est roulé en boule avec la tête qui vous regarde, il est en panique en fait. Donc on va reporter peut-être ses travaux de jardinage à quelques minutes ou quelques heures et puis on va le laisser prendre le temps de s'enfuir tranquillement. Si vraiment c'est indispensable de faire quelque chose là où il est, que vous n'avez vraiment pas le choix, ou bien s'il est rentré dans votre domicile pour une raison ou une autre, vous avez passé la débroussailleuse, il a eu peur, il s'est échappé, il s'est échappé dans votre cuisine, mince, ça arrive, hein. Ça peut arriver. Bon, il y a une association qui s'appelle l'Observatoire des reptiles d'Auvergne qui porte un dispositif qui s'appelle SOS Serpent, qui met toute une équipe de bénévoles sur le pont pour répondre à vos SOS par adresse mail. Il y a un compte Facebook dédié à ça aussi. On peut répondre au téléphone ou vous rappeler. Je vous redonnerai toutes les indications. Elles sont sur un petit dépliant qui est là. Il y a un dépliant avec le contact mail de l'association.
L'association va répondre à vos questions pour identifier la photo du serpent qui est dans votre tas de bois, va vous aider assez rapidement et vous recontacter, mettez vos coordonnées téléphoniques et votre localisation géographique, et l'asso va demander à un bénévole assermenté et formé de vous rappeler pour prendre rendez-vous, pour vous aider à sortir le serpent de vos combles ou de votre cave, s'il est rentré à un endroit dans votre domicile. Donc vous pouvez avoir un coup de main, c'est gratuit, c'est des bénévoles, mais ils sont formés, ils sont titulaires d'une autorisation de capture préfectorale, puisqu'on le rappelle, tous les serpents sont intégralement protégés par la loi. Donc allez pas ni vous mettre en danger, ni vous mettre hors la loi. Au cas où vous n'avez pas identifié quelle espèce c'est, il y a des bénévoles qui peuvent venir pour vous. Dans toute l'Auvergne, j'en fais partie, mais on a des bénévoles dans toute l'Auvergne, dans les 4 départements de l'ex-Auvergne. Et le principe, c'est que quand vous envoyez un mail à l'adresse, vous mettez votre contact, votre numéro de téléphone et votre localisation, le nom de votre commune, et on va chercher dans le réseau des bénévoles ceux qui sont les plus proches de vous et qui sont dispo à ce moment-là. Et ils vont vous rappeler, prendre rendez-vous avec vous. Et des fois, ça se fait dans l'heure, des fois, ça se fait dans la journée, mais globalement, il y a une surveillance très assidue de ces appels à l'aide. Il y a aussi une page Facebook qui s'appelle Observatoire des reptiles d'Auvergne, dans laquelle les gens, quand ils sont hyper pressés, ils mettent une photo, ils disent « Je viens de trouver ça sur mon tas de compost, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux y mettre la main ou est-ce que je dois rester à 2 mètres ?» Et là, souvent, on dit « Bon, là, c'est la couleuvre à collier, tout va bien, la dérangez pas trop, mais si vous mettez la main à côté, elle aura plus peur que vous ne risquez rien. » Ça répond à ce genre de questions-là. Et puis, si vous avez identifié donc un serpent, quel qu'il soit, et que vous voulez nous faire part de vos observations, vous pouvez aussi juste partager vos observations pour la connaissance scientifique et de la répartition de ces animaux. Du coup, qui pensez-vous que nous avons trouvé dans notre gazon? Une couleuvre. Mais laquelle? Et non. Elle n'a pas de collier noir et blanc comme l'autre. Elle a, c'est vrai, un motif derrière la tête. Alors tu la connais? Elle n'est pas très connue. Elle fait partie des espèces les plus discrètes de votre jardin. Pourtant, je suis presque sûre que vous l'avez. Non. Une couleuvre qui s'appelle la coronelle lisse. Coronelle parce que, petit motif en couronne sur sa tête, la coronelle porte un bandeau. Alors pareil, je simplifie un peu pour aller vite, mais on a 2 espèces de coronelles chez nous. En Haute-Loire, la coronelle lisse qui est présente sur l'immense majorité de la Haute-Loire, même en altitude, et la coronelle girondine à basse altitude, en basse vallée de la Loire, vers Retournac et par là-bas. Donc c'est une espèce, la coronelle, qui va être spécialisée dans la chasse des serpents et des lézards. Elle mange des reptiles. Même si, encore une fois, c'est une généralité, mais elle peut manger aussi une petite souris au passage. Elle va être mangeuse de lézards et de petits serpents. Et j'ai une maquette de la coronelle. Venez la voir tout à l'heure. Elle est marron, elle a un masque noir, des petits chevrons un petit peu à gauche, à droite. Souvent, les gens la confondent avec une vipère. Pourtant, elle a bien une silhouette longiligne, une queue longue et fine, une tête assez fine, un œil tout rond. Et puis, une habitude assez forte d'être très discrète et dès qu'elle est dérangée de s'enfuir sans faire de bruit. Souvent, elle est là et vous ne la percevez pas. Donc, elle mange des lézards, entre autres, des petits serpents ou des lézards. Et parmi les lézards de vos jardins, les plus courants vont être chez nous les lézards des murailles, les petits marrons ou gris, et puis des gros verts avec la gorge bleue chez les mâles, les lézards à 2 raies. Alors, je sais, anciennement, on les appelait les lézards verts, mais la nomenclature évolue chez les herpétologues. Maintenant, on les appelle les lézards à 2 raies. Si vous êtes une chenille ou un insecte, oui. Mais sinon, les lézards ne sont pas dangereux, non. Non. Alors, malgré sa forte taille, sa grosse silhouette, qui peut paraître un peu dinosauresque, le lézard à 2 raies n'a rien de dangereux. Si vous vous approchez de lui quand il prend le soleil sur son mur, il va s'enfuir. Si votre chat essaye de l'attraper, il peut essayer de se retourner et de mordre le chat qui essaye de l'attraper, mais néanmoins, c'est quand même beaucoup plus votre chat domestique qui va faire des dégâts chez les lézards que l'inverse. La plupart des populations de lézards à proximité des villages sont d'ailleurs très affectées par la présence des chats domestiques.
Donc non, globalement, les lézards ne sont pas dangereux pour un sou. Ils se font beaucoup boulotter par les chats domestiques, par toutes sortes d'autres prédateurs aussi. Et pourtant, on aime bien les avoir parce qu'ils mangent eux aussi des limaces, des petits insectes et autres. Comment on invite les lézards au jardin ? On reprend les mêmes et on recommence. Il y en a aussi dans les tas de sable. Ils vont aussi pondre dans les tas de sable. Le petit tas de sable qui cachait notre crapaud accoucheur peut aussi cacher la ponte de quelques lézards. Les tas de cailloux ou les beaux murets de pierre. Si vous n'avez pas envie de vous embêter, un tas de pierres un peu oublié dans un coin, ça fonctionne très bien aussi. Pour peu qu'il y ait quelques pierres au soleil, parce qu'il a besoin de thermoréguler au soleil. Et puis ça sera aussi un abri hivernal, un abri en cas de canicule. Voilà, ce sont des habits. Diversifier les abris, diversifier les structures de votre jardin va énormément aider la faune locale. On favorise aussi, petite dédicace à Jardin Fruité, les lisières, les effets de lisière et les massifs qui peuvent tout à fait conjuguer des exigences esthétiques avec des exigences écologiques. La plupart de nos reptiles vont aimer les effets de lisière et fréquenter essentiellement les lisières. Autant vous dire que en plein milieu du terrain de foot tondu à ras, vous ne trouverez pas un serpent. Et si ça vous rassure de vous dire que vous avez envie d'un endroit où vous ne trouvez pas de serpent chez vous, pour pouvoir, que sais-je, marcher pieds nus sans réfléchir ou parce que vous êtes phobique, alors dans ce cas, l'endroit fréquenté très régulièrement, près de votre maison, il va falloir le tondre régulièrement, sans oublier d'enlever les petits éléments en cachette. Et il faut bien qu'ils aillent quelque part, donc on peut leur proposer un endroit plutôt cachette, des effets de lisière, des abris, des tas de pierres, etc. Au fond, là où vous allez peut-être un peu moins, où vous n'avez pas envie de vous balader pieds nus, et où vous acceptez de mettre des chaussures fermées quand vous vous promenez. Si on a peur, l'essentiel c'est de comprendre comment vivent ces animaux pour ne pas se laisser surprendre. Quand vous pouvez anticiper, vous aurez beaucoup moins peur. En plein hiver ou en pleine canicule, il y a très peu de chances d'en trouver parce que vous avez compris leur fonctionnement. Leur fonctionnement thermique fait qu'ils ne vont pas aimer se mettre sur une dalle qui est à 60 degrés, ils mourraient. Et ils ne vont pas non plus aimer rester en plein froid en hiver. Donc il y a des saisons où on est plus susceptible de les voir. Au début du printemps, au printemps et à l'automne, quand les températures sont tempérées. Et puis après des grandes sécheresses, si brusquement une pluie survient, alors là il y en a pas mal qui vont sortir parce qu'ils ont soif, ils ont besoin de boire aussi. Donc après 3 semaines de canicule et de sécheresse, s'il y a une pluie, c'est le moment où probablement votre chat va vous ramener un couleuvreau ou une vipère dans la gueule parce que c'est le moment où ils vont tous sortir. Il y a plus de chances de faire de rencontres à ce moment-là. Ça peut nous aider aussi à anticiper pour que le chat n'en ramène pas. Les quelques heures après la pluie qui succède à la canicule, si on garde le chat dedans, c'est le bon moment. Parce que ça va laisser un tout petit peu de répit à la faune sauvage pour aller boire avant de se faire attaquer par le chat domestique. Si vous avez envie, au contraire, de les croiser, les bons moments pour les croiser, c'est là en ce moment, quand il commence à faire un petit peu chaud, il va falloir sortir tôt le matin et chercher dans les lisières parce qu'ils vont thermoréguler, se mettre au soleil pour atteindre la bonne température. Et dès lors qu'ils auront atteint la bonne température, après ils vont aller vaquer à leurs occupations à couvert et vous les verrez plus bien. Donc début de matinée sur une place où ils thermorégulent, c'est très bien pour aller les voir en ce moment. Mais en pleine chaleur de la journée, ils sont dans les hautes herbes ou les buissons, vous les verrez quasiment plus. Si vous voulez, encore une fois, ne pas vous laisser surprendre et essayer d'éloigner ces animaux, notamment les serpents, des abords de votre maison pour des raisons de sérénité ou parce que vous êtes phobique, alors essayez de pousser tout ce qui procure un abri loin des portes de votre maison ou loin de la terrasse. Donc tous les petits objets où ils pourraient se cacher derrière, les pots de fleurs, mais également au potager, les planches sur lesquelles vous marchez peuvent être des abris très efficaces. Nous, en herpétologie, quand on fait des inventaires, on a un dispositif de suivi où on pose des plaques à reptiles et après on les soulève pour voir qui s'est caché dessous. C'est vous dire, ils aiment se glisser dessous. Donc s'il y a moins d'abris, vous serez moins surpris. Mais l'idée, c'est pas de faire place nette et d'enlever tous les habitats non plus, parce qu'il faut bien qu'ils habitent quelque part et on ne peut pas réduire à peau de chagrin éternellement leur milieu de vie. Il faut qu'on les respecte quand même, ces animaux. Donc l'idée, c'est pas de tout éliminer, mais de choisir où on met les endroits où ils vont être et de ne pas se laisser surprendre. De pousser tous ces éléments-là loin des portes de la maison et des endroits où on marche pieds nus, et puis de concéder qu'un endroit du jardin soit un peu plus sauvage, avec un tas de pierres, un peu d'herbe folle et quelques abris qui soient propices.
Si vraiment c'est trop compliqué, que vous n'avez pas tout retenu et que vous avez envie d'y revenir à tête reposée, si vraiment c'est très important pour vous et que ça vous angoisse quand vous êtes dans votre jardin, que vous en avez vu plein, n'hésitez pas à contacter l'association, je redis, Observatoire des reptiles d'Auvergne. Vous pouvez faire analyser votre jardin par un bénévole ou une équipe de bénévoles qui vient pour comprendre où sont les abris, vous expliquer comment, dans la tête d'un serpent, on va réfléchir dans ce jardin-là. Et vous dire que là, c'est l'endroit idéal, là, vous serez tranquille, ici, au printemps, il va y avoir des animaux qui se chauffent, etc., etc. Et ça vous aidera à analyser et à prendre des décisions pour aménager votre jardin correctement. Parce qu'en fait, concrètement, prendre le reptile et le mettre un peu plus loin, ça servirait strictement à rien si vous n'agissez pas sur votre habitat et sur le paysage autour de votre maison. Donc les visites de conseil sont gratuites et vous pouvez contacter l'asso par mail, mettez vos coordonnées, on vous recontacte dans un délai raisonnable pour prendre rendez-vous. Bien sûr, tout ce qui procure un abri ou des cachettes, on a dit, vu que ça cache des bébêtes qui mangent les campagnols et autres ravageurs, on va avoir envie de le mettre plutôt près du potager. Pensez à les mettre, à le voir positivement et à les mettre près des cultures à protéger des ravageurs ou de vos petits rongeurs. Je passe rapidement, c'est un petit résumé de ce qu'on vient de dire. Dégager les espaces autour des habitations, boucher les accès potentiels des serpents qui pourraient rentrer dans votre maison. Par exemple, si vous savez que ça fait 2 fois que les serpents qui vivent sous les pierres de votre porte d'entrée rentrent dans la cuisine, peut-être penser à mettre sous la porte cette petite brosse qui permet que les serpents n'y passent pas. Souvent, un serpent de petite taille, un petit couleuvreau, il peut passer dans un interstice qui fait 1 centimètre de haut. Donc, bien entendu, en cherchant la fraîcheur en pleine canicule, ils peuvent rentrer, s'abriter. Donc, boucher les interstices et enlever les abris potentiels. Procéder à une gestion différenciée, on redit, en ayant l'habitation pour épicentre, c'est-à-dire on dégage les abords de la maison et puis on laisse les endroits sauvages un peu plus loin, en laissant quand même. On favorise des micro-habitats un peu au fond du jardin, des murets de pierres sèches, des haies, des friches, des tas de bois et des îlots de végétation qui forment des effets de lisière. Et puis pour combattre un peu sa peur et son appréhension, on fait des sorties, on vient voir des conférences comme aujourd'hui, on se documente, on va voir des sites internet, on va s'équiper en bouquins adaptés. En tout cas, on ne reste pas tout seul avec ces interrogations. Voici le mail, si vous voulez prendre la petite photo, si vous avez plus de dépliants, mais il y en a plein. Vous pouvez prendre le dépliant, c'est dessus. Voici l'association à contacter pour avoir les conseils de gestion ou quelqu'un qui vient chez vous en cas d'intrusion dans le domicile. On vous rappelle, on fait de la médiation par téléphone et on se déplace. C'est bon, je vois plus de... J'attends que les petits pense-bêtes soient pris. Et le siège social est basé à côté d'Issoire, à Orbeil, mais c'est une association qui ne fonctionne qu'avec exclusivement des bénévoles qui sont basés dans tous les départements. Et voici, pour la suite, pour les actus, pour s'informer, aller voir des espèces dans leur milieu naturel ou continuer à vous sensibiliser à ce sujet, eh bien, il y a bien entendu de quoi participer à des sorties, des découvertes que je peux organiser ou relayer les sorties d'autres personnes sur ce sujet. Donc, voici de quoi suivre les futures sorties que j'anime. Il y en aura notamment cet été avec le musée Crozatier et le programme est sur le site internet du musée Crozatier, du pays d'art et d'histoire du Puy. Il y en aura également à proximité, notamment au jardin du Conservatoire botanique cet été au mois d'août. Et globalement, toutes les actualités sont sur ces différents moyens de communication, une appli, une WAP et les réseaux sociaux. Et il me reste à remercier chaleureusement l'association Jardin Fruité qui rend son jardin extrêmement accessible et accueillant pour l'herpétofaune, les amphibiens, les tritons, les reptiles, et qui montre un peu le bon exemple. Si vous visitez, faites les portes ouvertes, allez voir à quoi ça ressemble. C'est un peu le jardin idéal pour la biodiversité, vous allez voir. Et me reste à vous remercier de votre attention et de votre grande écoute pour cette grande conférence. Merci.